Bienvenue dans cette émission du 4 juin 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant grâce à mes donateurs et abonnés. Nous fêtons la première année d'activité de cette chaîne. Nous avons produit plus de 200 émissions, totalisant en tout plus de 36 millions de vues. Et je comprends que cela agace les médias mainstream. Eux se sucrent à partir de l'impôt ou de la redevance qui est imposée à la population, comme en Suisse. Ils ont des budgets faramineux et avec leur rythme de fonctionnaires de traîne savate, ils produisent chichement des épisodes complètement biaisés idéologiquement. Pour vous donner un exemple, mise au point l'émission phare documentaire de la radio-télévision suisse, récemment condamné pour violation crasse du principe de neutralité, eh bien fait la moitié de l'audience de ma chaîne par semaine, produit la moitié du contenu de ma chaîne par semaine pour un budget hebdomadaire qui est probablement l'équivalent de mon budget annuel. Voilà, donc arrêtons de financer des pour parler français. Mettons l'énergie et l'argent du côté des gens qui bossent dur. Je me considère en faire partie. Il y en a énormément d'autres que je salue. Et le thème de la journée sera celui de la démocratie volée et violée. Et grâce aux ressources de la langue et de la ponctuation, nous pouvons effectivement faire un petit jeu de mots, mais sur une réalité qui n'a rien ni d'amusant ni de ludique. Alors bien sûr, on me rétorquera, la démocratie a-t-elle jamais existé? Probablement pas. Mais on peut relever, et je renvoie aux analyses de Michel Maffezoli à partir du travail de Hannah Arendt, autour de la question de l'idéal démocratique, que pendant quelques décennies, il a effectivement fait sens, étant donné qu'il y avait des sensibilités, des manières de voir le monde différentes dans la population, qu'on pondère ce qui existait dans le peuple par des représentants qui chacun était proche de ceux qu'il avait élus. Mais cela évidemment a capoté, comme on dit au Québec, depuis un certain nombre d'années. Et puis ne pas oublier bien sûr l'autre volet du jeu politique qui est la désignation de l'ennemi, selon le très juste mot de Julian Freud, qu'il a repris lui-même au philosophe allemand. Et donc aujourd'hui on est dans cette situation extrêmement problématique de la faillite complète de l'idéal démocratique, et avec des gens au pouvoir qui n'en assument plus les responsabilités, et au fond, avec une sacrée question, un dilemme qui se pose à nous, puisque je crois que toute personne capable de penser ne peut qu'arriver à la conclusion que la seule manière de soigner ce système malade serait en fait de porter au pouvoir des gens qui n'en veulent pas, qui ne sont pas du tout intéressés par l'acquisition de pouvoir ou d'avantages personnels, mais sont authentiquement préoccupés par le bien commun. Il y a un certain nombre de propositions intéressantes, j'y reviendrai dans d'autres émissions. Mais toujours est-il que nous ne pouvons que faire le constat que le système démocratique est complètement à bout de souffle, il est dévoyé, il est perverti, il est prostitué en grande partie, et avec comme conclusion que, en fait, les gens qui sont censés nous représenter ou gouverner selon nos volontés souveraines, en fait, ont pour dernier souci d'appliquer les volontés du peuple. Mais non seulement ça, ils ont une hantise obsessionnelle de la volonté du peuple. Ils font tout pour empêcher que le peuple soit libre de prendre ses décisions, soit libre de se déterminer, c'est-à-dire en réalité une antidémocratie. Et nous sommes aujourd'hui dans ce système, là encore complètement abracadabrantesque. Mais c'est bien l'air du temps qui génère tous ces renversements, que nous sommes dans un régime soi-disant démocratique, mais qui en réalité est démophobe et systémiquement corrompu. Alors je sais que le référendum d'initiative citoyenne et le modèle suisse de démocratie semi-directe inspirent beaucoup les Français. Vous voyez, Florian Philippot, par exemple, célèbre le fait que samedi prochain, nous aurons ici une votation sur une initiative pour la liberté et le respect de l'intégrité physique, j'y viendrai dans un moment, et en disant « mais c'est génial, il faut que le peuple puisse se prononcer ». Oui, mais le système suisse, vous vous en doutez, est à des années-lumière d'être idéal pour un ensemble de raisons dans lesquelles je vais vous inviter. Et je sais que parfois les Français ont un peu de peine à s'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays. J'invite toutefois les spectateurs à rester pour la suite de l'émission parce qu'on va vraiment entrer dans le détail de la mécanique de la démocratie, permise ou non par des dispositifs comme le référendum d'initiative citoyenne. Et en fait, pour que ce système marche, il y a en fait un ensemble de conditions préalables. La première, c'est qu'il y ait une loyauté dans l'information de la part des autorités et des médias.
Si on vous raconte des choses qui sont fausses, si on vous désinforme, si on fait un travail de propagande et non pas d'information, en essayant de vous faire croire que c'est du travail d'information, bah forcément que le commun des mortels, les gens qui ne sont pas complotistes, en se disant peut-être que ce qu'on me raconte n'est pas vrai, c'est déjà arrivé dans le passé, il y a des chances que ça soit le cas aujourd'hui, allons réfléchir par nous-mêmes. Et je vous rappelle que Sébastien Dieguez, un des grands universitaires anti-complotistes, a défini les complotistes comme ceux qui cherchent à penser par eux-mêmes. C'est devenu une tare pour ces gens-là. Et bien donc, s'il n'y a pas ce mouvement d'esprit critique, si les contre-pouvoirs, et notamment les médias, ne font pas leur boulot, ça veut dire que nous sommes dans un système idéologiquement totalitaire, où l'on définit le camp du bien et tout ce qui s'en écarte est forcément répréhensible, à stigmatiser, complotiste, antivax, extrême droite, etc. Je ne vous apprends rien. Donc par exemple, mais je vous renvoie à des épisodes que j'ai déjà produits sur cette chaîne, on a vu que dans la seconde votation sur les lois Covid en Suisse, en novembre 2021, alors même que les responsables de santé de l'Office fédéral de la santé publique avaient expliqué que le vaccin n'empêchait pas la transmission, le conseiller fédéral en charge de la santé, qui à mes yeux n'est qu'un de ces traîtres à la patrie qui pilulent actuellement dans les gouvernements, vendus au globalo-fascisme international, a osé affirmer à la population que l'imposition du pass sanitaire était absolument nécessaire pour ralentir la transmission du virus. Donc ce type savait parfaitement qu'il mentait, les médias savaient parfaitement qu'il mentait, la classe politique savait parfaitement qu'il mentait, mais le message unanime a été d'occulter, de réprimer, de nier ce que les autorités de santé venaient dire et de ne pas interpeller ce triste sire sur les mensonges publics qu'il était en train de proférer dans ses fonctions. Alors un autre exemple, et là on va entrer vraiment dans la matière de comment ce travail immonde de désinformation et de viol de la démocratie se produit, il y a donc une initiative qui va prochainement être votée en Suisse pour le respect de l'intégrité corporelle. Le respect de l'intégrité corporelle, je rappelle l'habeas corpus britannique, c'est quand même un principe qui remonte à la fin du Moyen-Âge et qui stipule que nul ne peut prendre le pouvoir sur votre corps et vous infliger des choses que vous ne voulez pas vivre. Il y a des exceptions comme l'incarcération, vous n'avez pas forcément envie d'être enfermé dans une cellule, mais dans des cas prévus par la loi, on peut effectivement mettre une contenance extérieure à votre corps. On ne peut pas pénétrer à l'intérieur de votre corps ou vous contraindre à accepter de vous laisser pénétrer, injecter, et ceci concerne évidemment les obligations vaccinales, mais également tous les systèmes de puçage et de traçage qui se profilent. Alors ça peut sembler de la science-fiction, mais il faut savoir que la technologie est extrêmement avancée, tous les brevets sont déjà disponibles, et une des idées serait de pucer les soignants pour pouvoir par exemple s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre. Et donc, ils n'auraient pas besoin de prendre leur température, le cas échéant de dire « Oh, je me sens pas bien, est-ce que j'ai de la fièvre ?» Mais la puce à l'intérieur d'eux, biométrique, pourrait communiquer directement les informations. Et vous voyez cet idéal de sécurité mortifère et totalitaire, parce que plein de gens diront « Mais après tout, c'est bien, ils n'ont même pas besoin de prendre leur température et on utilisera ça pour une bonne cause. » Oui, sauf que. Et donc, on est dans ce cas de figure, c'est comme la liberté d'expression. Qui, il y a 5 ans, aurait osé dire « je suis contre la liberté d'expression » ? Et aujourd'hui, l'essentiel de la classe politique, la quasi-totalité des médias mainstream privés et publics sont contre la liberté d'expression. Alors évidemment, ils ne le disent pas comme ça. Que disent-ils ? Je suis contre les fausses informations. Mais comme chacun est persuadé, c'est un biais anthropologique et neuropsychologique fondamental, que ce qu'il pense est vrai et que ce que les autres pensent de différent est faux, ça ouvre la porte à toutes les dérives, et c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Alors ce principe d'inviolabilité du corps, il est évidemment déjà inscrit dans la Confédération suisse, mais on a vu pendant la crise Covid qu'à la faveur de la loi sur les épidémies, tiens, votée il y a 10 ans, tiens, en prévision d'une future pandémie, tiens, disait qu'il faudrait pouvoir s'asseoir sur la Constitution, en des termes plus fleuris que ceux que j'utilise ici, eh bien nous avons assisté à l'inverse, à un viol massif des droits fondamentaux personnels et publics sans aucune possibilité de recours, étant donné que tout le système institutionnel dysfonctionnait. On l'a vu en France, par exemple, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui accessoirement est une assemblée de repris de justice et de crapules, pour parler français, se sont
systématiquement essuyer les pieds sur la Constitution en prenant des positions qui sont des dénis de justice et en fait une extinction de la Constitution. Lorsque les droits ne sont plus garantis, il n'y a plus de Constitution, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, pour bien apprécier le travail qui est fait pour mettre en échec cette initiative qui ne fait que réinstaurer de manière encore plus affirmée un principe cardinal sur lequel nous devrions tous être d'accord au sein de la Constitution, voilà un débunkage de mon ami Charlie Pache, qui est un des initiants et également le fondateur et l'animateur de radiolibre.ch, que je salue et qui a fait un debunking, comme on dit, un vrai debunking, un vrai fact-checking, c'est parfois utile, de la manière dont l'information officielle, la régie suisse de propagande des intérêts globalo-fascistes du gouvernement suisse, traite cet objet. Et accrochez-vous, cela vaut le détour. Bonjour chers auditeurs, on va regarder aujourd'hui ce 19-30 qui a eu du 27 mai. Je suis déjà un petit peu inquiet, on va voir, c'est sur le sujet donc, des votations, des explications du journaliste sur notre initiative sur l'intégrité physique. Donc je m'attends à... Retour en Suisse maintenant avec une page spéciale consacrée à la votation du 9 juin. Ce soir, nous nous penchons sur l'initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Jean-Marc Berger, dites-nous d'abord ce que c'est que cette initiative et puis le contexte dans lequel elle est lancée. Alors l'initiative a été lancée durant le Covid et les programmes de vaccination mis en place à cette période. Les initiants exigent que personne ne puisse toucher à notre intégrité physique sans notre consentement. En cas de oui, il ne sera par exemple pas possible... Alors déjà ça, c'est pas très juste de le dire comme ça, vu que on veut pas ça, on veut que si la personne ne donne pas son consentement, et c'est ce qu'on ajoute dans la Constitution, c'est si la personne ne donne pas son consentement, elle n'a pas de préjudice social ou professionnel, ni de peine. Donc ce qu'il a dit là est faux en fait. Possible de vacciner quelqu'un contre son gré, plus possible non plus, comme durant la pandémie, de se voir interdire l'accès à des lieux publics si on n'est pas vacciné. Et là, en fait, il entretient un mythe, parce que déjà, la vaccination forcée n'existe pas, elle est impossible. Donc, le droit à l'intégrité physique, dans l'absolu, il est respecté, il devrait être respecté. Donc, on peut avoir une vaccination obligatoire, mais qui ne sera jamais forcée. Donc là, il présente notre initiative de manière trompeuse, évidemment. C'est étrange, parce que c'est le même journaliste qui m'avait cuisiné pendant 20 minutes pour le 19-30 du 7 mai, après notre conférence de presse. Donc, lui connaît quand même pourtant très bien tous les arguments qu'on a présentés et qui vont au-delà de ça. Nous, on parlait effectivement de l'entreprise suisse qui a licencié 150 personnes sans qu'il y ait d'obligation vaccinale du tout, donc qui ne respecte pas du tout le droit à pouvoir choisir pour son corps. Et donc là, il n'en parle pas du tout, c'est assez incompréhensible. Une question fondamentale, c'est le respect de l'intégrité physique. Est-ce qu'elle est garantie ? Alors la Constitution suisse garantit déjà ce droit. D'ailleurs, aujourd'hui, aucun vaccin n'est obligatoire en Suisse, mais il est vrai qu'il y a des exceptions. En cas de menace grave, la vaccination peut être rendue obligatoire, par exemple pour le personnel de santé. Du côté des opposants, on craint une surcharge des hôpitaux si l'État ne peut plus imposer de restrictions pour les... Alors le gars, on dirait qu'il travaille pour la Confédération, la surcharge des hôpitaux, c'est assez intéressant parce que pendant la pandémie, on a, l'hôpital cantonal d'Argovie qui était vacciné, dont le personnel médical était vacciné à hauteur de 30 et quelques %, donc la majorité ne s'était pas fait vacciner. Donc on voit que ça n'a aucun rapport en fait. La vaccination est censée protéger déjà la personne elle-même, mais pas d'autres personnes. Donc les personnes qui veulent se protéger se vaccinent, et même là on l'a vu, l'immunité durait à peine quelques mois, il fallait se revacciner par-dessus encore et encore et encore. Il y a des gens qui étaient jusqu'à 8 boosters, c'est quand même assez grave. Personnes non vaccinées. Par ailleurs, certaines tâches essentielles au maintien de l'ordre public pourraient être entravées. Passer les menottes à un suspect ou lui prélever de l'ADN. C'est complètement faux, on n'a jamais prévu d'entraver ça. Ça, c'est un mensonge, c'est tout à fait trompeur. Notre initiative ne touche pas du tout au travail de la police ni de la justice. Il y a déjà des exceptions qui existent. Donc c'est un argument du camp du non. Et donc si le gars vient présenter notre initiative, pour l'instant, là, ce journaliste n'a rien présenté du tout à propos de notre initiative. Il n'a rien présenté de notre initiative. Tant de gestes que la police pourrait ne plus pouvoir faire. Merci beaucoup Jean-Marc. Et derrière cette initiative... À ce propos, pour le travail de la police, on a maître Henri Gendre, qui est de Fribourg, qui a fait une analyse juridique et qui montre que c'est un argument qui est complètement fallacieux, que les exceptions existent et puis que c'est juste pour tromper l'opinion publique.
Donc vous voyez, on est dans la principale, c'est le téléjournal, hein, qui est l'audimat le plus important en Suisse. Et puis on a un journaliste qui a été à la conférence de presse, qui a entendu les arguments. Charlie Pache indique qu'il y a un avis de droit qui confirme le fait que, par exemple, les opérations de police ne seraient absolument pas empêchées, que c'est une interprétation totalement abusive, mais il n'en a cure. Et c'est normal. Son travail n'est pas journaliste, son travail est propagandiste au service des intérêts crapuleux, globalo-fascistes. La RTS, mais comme tous les médias d'État, pensons à la RTBF ou à France Info ou France Télévisions en France, c'est juste sidérant. Il faut comprendre cette colonisation intégrale par une mentalité, une idéologie totalitaire que je démontre dans mon livre « La fabrication du désastre ». Désolé de le mentionner une fois de plus, mais je montre comment tout ça s'est installé et je donne toutes les preuves de ce que j'avance. Ce n'est pas une accusation en l'air. Nous avons le détail exact de ce processus de colonisation des médias et dont on voit le résultat. Alors, il n'en reste pas là. Enfin, là encore, en parlant pas de journaliste, le propagandiste Philippe Reva, qui est le nouveau Darius Rochebin, mais ça s'est bien trouvé par contre, des écrans suisses, regardez à quel point il va enfoncer le clou, mais d'une manière d'une malhonnêteté absolument prodigieuse. Pour les opposants, cette initiative ne se limite pas à la vaccination, mais elle pourrait entraver certaines missions de l'État, comme celle de la police. Explication Claire Eckersley, Thierry Clémence. C'était le 5 avril dernier, Elisabeth Baumschneider s'attaque à l'initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Il lui faut un argument choc. L'initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique exige que l'État ne puisse porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne qu'avec son consentement. Qu'avec son consentement, c'est là que ça devient intéressant. La police, par exemple. Comment, en cas d'acceptation de cette initiative, la police va pouvoir faire son travail ? Alors là, de nouveau, c'est complètement faux, hein, donc Maître Henri Gendre l'a très bien noté. Notre intention en tant qu'initiant n'a jamais été d'entraver le travail de la police. Quand il y a une initiative populaire fédérale qui est mise en œuvre par le Parlement, l'intention des initiants est toujours prise en compte. C'est pas pour rien que le Conseil fédéral fait des dizaines, voire plus de 100 pages de rapports sur chaque initiative. C'est pour analyser les tenants et aboutissants, le contexte dans lequel l'initiative a été rédigée. Et ce contexte compte également au niveau juridique pour créer et adapter les lois, le cadre législatif. Donc là, en aucun moment, le travail de la police ne sera entravé par une initiative, il faut que ça soit clair. À aucun moment. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. D'autant plus que ce sont les mêmes qui disent ça, qui vont mettre en place cette initiative et puis adapter les textes législatifs. Donc les exceptions pour le travail de la police par rapport à l'intégrité physique existent déjà et ils vont continuer d'exister. Il n'y a aucun problème. Là, c'est un gros mensonge. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, la RTS fait semblant de parler de notre initiative. Pour l'instant, alors ils l'ont mal présenté au début, ils n'ont pas présenté ce qui était essentiel. Et là, ils sont les représentants de la Confédération, en gros, moi c'est le sentiment que j'ai. Et puis là, ils remettent les arguments du camp du non, alors que quand nous, on a eu notre conférence de presse, eh ben, ils nous ont placé des arguments du camp du non dedans. Donc je trouve que le traitement de la RTS là, est complètement biaisé par rapport à notre initiative. Oui, alors le point soulevé par Charlie Pache est très très fin. Vous savez que le travail d'un journaliste, c'est de prendre en considération le pour et le contre. Et donc quand il est face à quelqu'un qui affirme quelque chose, quel que soit son bord, c'est d'apporter des contre-arguments. Donc c'est ce qui s'est passé dans la conférence de presse de ceux qui soutiennent l'initiative, et là la RTS a joué son travail. Par contre, on voit que par rapport aux propos des autorités, même s'ils sont mensongers, il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de contestation. Et c'est là où la presse ne fait plus son travail, la presse n'est plus la presse, ou alors la presse avec une apostrophe, l'apostrophe à privatif presse, et donc on est dans la prostitution, on est dans l'escroquerie intellectuelle, et on est dans la trahison des intérêts de la population, l'aurais-je assez dit. Comment va-t-elle interpeller des gens comme ici lors des manifestations pendant la Covid ? Alors ça c'est super intéressant parce que dans la Convention européenne des droits de l'homme, et ça a été confirmé par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de manifester pacifiquement est un droit absolu. Donc ce qu'a fait la police en Suisse d'arrêter des gens comme ça qui manifestent pacifiquement, d'ailleurs on voit qu'ils sont exaspérés, c'est illégal et c'est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Comment faire pour canaliser la foule ? Lui demande. Et d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de ces manifestations, enfin je me souviens d'une fin 2020 à fin décembre,
à Berne. Donc il y avait peut-être 50 qui manifestaient. La police les a brutalisés, vraiment brutalisés, alors qu'une rue plus loin, sur les rues marchandes de Berne, il y avait donc les rues étaient bondées avec plein de gens qui ne portaient pas de masque. Donc voilà. Et puis nous, parce qu'on manifestait là à 50, mais c'était symbolique, ça emmerdait les autorités. Alors là, ils ont matraqué, ils ont mis les gens à terre brutalement et ils ont fait usage de la force. C'est dégueulasse. Dès son consentement avant de la refouler, c'est peu réaliste. Le Conseil fédéral en est conscient. Certaines tâches dévolues à l'État ne seraient pas claires. Le travail de la police, par exemple. Et ouais, il matraque le truc. C'est un mensonge. C'est complètement fallacieux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Roger Gollet, lui, est parlementaire fédéral, étiqueté MCG, il siège avec le groupe UDC et il va voter contre son propre parti. Le maréchal de gendarmerie qu'il était va dire non à cette initiative, à ses yeux beaucoup trop dangereuse. La police ne pourrait plus demander à quelqu'un de souffler dans un dentilomètre. Alors ça, je répète, hein, c'est du bidon, c'est du flan, ça n'existe pas. Roger Gollet, je crois qu'on a eu des contacts. Si tu m'écoutes... S'il te plaît, relis les choses et puis regarde un peu ce qui se passe vraiment. Notre initiative ne touche pas à ça, ça n'a jamais été notre intention. Je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, quoi. Et là, vous l'avez entendu, hein, ils ont matraqué ça pendant au moins 10 fois, hein, donc c'est incroyable, en quelques minutes. De faire prélever l'ADN ou une prise d'empreinte ou même une fouille, voire une interpellation. La personne devrait donner son consentement pour que la police puisse continuer sa mission, ce qui n'est pas réalisable. C'est là où on voit l'effet pervers de cette initiative. La portée du texte, vous l'avez entendu, pourrait mettre à mal certaines tâches régaliennes. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale consacrée aux votations du 9 juin. Il ne vous reste donc plus qu'à aller voter. Voilà, après qu'on vous ait fait bien peur, allez voter. Donc voilà, non, ça c'est de la propagande, hein, ça n'a pas d'autre sens. Et vous touche, donc diffusez cette vidéo là de rectification que je viens de faire, et puis informez le plus de gens possible. On a un site là, initiative-intégrité.ch, sur lequel vous pouvez trouver les vraies informations sur notre initiative, et pas ce tissu de mensonges mal ficelés et qui ne vise qu'à faire peur aux gens et leur semer le doute pour qu'ils votent contre notre initiative. Alors, merci à Charlie Page pour cette magnifique démonstration, mais aussi à la RTS pour avoir montré de manière aussi évidente comment se passe l'endoctrinement et l'ingénierie sociale. C'est que vous avez d'abord le présentateur star de la RTS, qui jouit quand même, hélas, d'une certaine crédibilité, parce que beaucoup de gens, malheureusement, croient au bluff et ne sont pas capables de faire la différence entre le lard et le cochon. Après, il appelle son expert à l'intérieur de la rédaction qui a été aux conférences de presse, donc qui est censé être capable de donner une évaluation objective et faire son travail de journaliste, lequel accumule des fiefés mensonges en pleine connaissance de cause. Et puis après, on va convoquer une conseillère fédérale, c'est-à-dire une ministre du gouvernement national. On va convoquer un député ancien gendarme. Ça, c'est vraiment la validation sociale. Vous voyez, c'est l'argument d'autorité par validation sociale. Si le journaliste de la rédaction, qui est censé faire son travail, si la ministre du gouvernement, si un député qui va voter contre son parti, mais qui est gendarme, donc sait de quoi il parle, à ce moment-là, comment voulez-vous ne pas être convaincu? Et ça, c'est du Goebbels à l'état pur. Rappelez-vous de cette phrase du grand propagandiste du régime nazi, plus de fois vous martelez un mensonge, plus vous le faites marteler par des gens différents, plus ça devient crédible aux yeux de la population, et nous sommes effectivement dans la réalité d'un viol de la démocratie et de l'honnêteté intellectuelle qui est proprement sidérant. Alors comment voulez-vous prétendre faire usage de droits démocratiques quand tout l'appareil médiatique d'État et tout l'appareil médiatique privé en Suisse est totalement aligné sur cette position dans cette désinformation systématique. Donc, premier point, pour que la démocratie fonctionne, il faut que les institutions soient honnêtes, il faut que l'information soit honnête, et on est à des années-lumière de ça aujourd'hui. Mais un deuxième élément qu'il faut aborder, c'est qu'encore faut-il qu'une fois que le peuple s'est prononcé, ces décisions soient respectées. Alors je vais retourner le couteau dans la plaie pour mes amis français. Vous savez que je suis franco-suisse, donc j'ai un pied de chaque côté de la frontière, en rappelant la réalité du rejet du traité établissement une constitution européenne. On voit ce qui s'en est suivi. Mais en Suisse également, notre fameuse démocratie idéale semi-directe, eh bien non, vous voyez, Suisse Info, qui alors
Là, on est dans la constellation des médailles d'État, mais c'était en septembre 2018. On pouvait encore parler de certaines choses sans se faire traiter de complotiste. Eh bien, a identifié 10 manières de contourner la volonté populaire. Et donc, il y a plein d'initiatives qui ont été votées par le peuple, qui ont été mises en échec de multiples manières. Il y a toutes sortes de procédés pour y arriver, par une classe politique, et c'est ça le deuxième élément de trahison fondamentale, qui, aujourd'hui, est soit achetée. Alors ça, c'est même public et autorisé aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez acheter un représentant ou un sénateur. Ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros et de dollars. Et c'est parfaitement légal. En Suisse, c'est différent, mais les parlementaires se font élire à des conseils d'administration, d'assurance, de banques, de compagnies pharmaceutiques, de grands groupes de pression. Ils sont invités dans plein de salons. Et donc, il y a une réalité de corruption indirecte, et même parfois directe, qui est extrêmement élevée. Après, on a le problème de la stupidité. Il y a énormément de parlementaires et de responsables politiques qui sont très incultes, qui n'ont aucune expérience de la pensée complexe, qui ne pensent que par cliché, qui ne font que répéter les mots d'ordre qu'on leur transmet. Cela dit, ça serait très présomptueux de penser que l'ensemble de la classe politique est bête. Il y a des gens qui sont très intelligents, et sans doute plus que vous et moi, mais ceux-là, ils sont très souvent désinformés. C'est-à-dire que comme il y a cet écosystème monolithique de l'information biaisée, comment voulez-vous qu'il n'adhère pas à ce que tout le monde tient pour évident? C'est ça la doxa. C'est toutes les idées qui sont tellement évidentes qu'on ne peut même pas les remettre en question. Le résultat des cours, c'est qu'ils sont soit corrompus, soit irresponsables, soit inaptes, soit très rarement, on trouve quelques parlementaires courageux et responsables. Alors, je me permets de marteler le clou. Le Conseil national, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale en Suisse, vient de refuser une enquête sur la surmortalité observée depuis le début des campagnes d'injection génique expérimentale. Donc on a bloqué tout un pays en 2020 en faisant croire qu'il y avait une surmortalité, c'était faux. En faisant croire que les hôpitaux étaient surchargés, c'était faux. En faisant croire que le virus était beaucoup plus dangereux que ceux des autres années, c'était faux. En faisant croire qu'il pouvait tuer tout le monde, c'était faux. Et on a planté l'économie, on a torturé des catégories fragilisées de la population, les personnes âgées, dépendantes dans des maisons de retraite, les enfants, les femmes enceintes. On a été d'une violence absolument crasse. Et quand on observe une surmortalité, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux citoyens qui meurent de manière anormale, là les députés disent « Oh non, non, on va pas enquêter. » Non, pourquoi ? Où est le problème? Les gens meurent. Ma foi, on meurt tous un jour dans la vie. Vous voyez le degré. Bon, je m'abstiens des mots qui fâchent. Et ça, alors pour moi, j'ai déjà dit, c'est une image traumatique. Les parlementaires suisses s'étaient à un moment donné réfugiés derrière des clapiers en plexiglas. Tout fiers, nous luttons contre la terrible pandémie. Dr Fauci vient de révéler que la distanciation sociale n'a aucune base scientifique, mais on le savait déjà à l'époque. Ça ne change strictement rien, mais eux étaient tout fiers. Nous luttons contre la pandémie, nous sommes en guerre. Regardez, nous sommes derrière nos clapiers en plexiglas. Mais quelle scène terrifiante de bêtises, d'irresponsabilité. Ah, que c'est consternant, mais non seulement c'était consternant à l'époque, pas un n'a ouvert les yeux par rapport à leur duplicité de l'époque. Alors je terminerai avec une considération, je suis désolé, mais cela fait plus de 20 ans que je ne vote pas et que je n'élis pas des représentants. Parce que cela fait longtemps que je ne crois plus au système. Comme le disait notre ami Coluche, si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Tous les jeux sont pipés, ça n'est plus qu'un simulacre de démocratie. Et donc, merci beaucoup, mais sans moi. Toutefois, il y a des exemples. Il y a des exemples de parlementaires valeureux. Je pense par exemple à l'action à l'Assemblée nationale en France de Martine Vonner ou de Nicolas Dupont-Aignan qui vont au charbon, qui vont questionner toutes les décisions qui doivent être questionnées. Aux sénateurs, Sylviane Noël de Haute-Savoie, Laurence Muller-Braun, Alain Houpert, en France, qui vraiment ont été là pour questionner la déclaration de guerre sans que le Parlement ait été saisi, pour questionner les mesures sanitaires. Évidemment, Virginie Joron, au Parlement européen, qui a fait un travail absolument remarquable. On peut penser à Andrew Bridgen, Chambre des communes en Grande-Bretagne, ou le sénateur Rand Paul aux États-Unis. Et ces gens sont vraiment admirables. Et on voit
tout ce qu'ils apportent par leur simple présence dans ces hémicycles et l'activité qu'ils déploient. Et ça me fait penser à une phrase de Margaret Mead, une immense anthropologue, qui en plus a été la directrice de thèse d'un de mes principaux maîtres en anthropologie. Elle avait eu cette parole remarquable, qui est aussi vraie aujourd'hui qu'à l'époque: ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est même la seule chose qui se soit jamais produite. Et donc oui, nous avons besoin de gens courageux, des braves, des gens qui vont au charbon, des gens qui ne rechignent pas sur les efforts et qui savent ce qu'ils font, qui savent la cause qu'ils défendent dans ces différents hémicycles parlementaires. Donc à l'occasion des élections européennes en France, vous devinez que j'ai une immense sympathie, bien sûr, pour Francis Lalanne et Dieudonné, grande sympathie de cœur. François Asselineau porte des analyses magistrales, mais magistrales, sur la réalité des problèmes qui se posent. Florian Philippot et Myriam Palomba sont convaincants dans leur engagement. On l'a aussi vu tout au long des années Covid. Et voyez, ils ne sont pas tous au même niveau sur des différents sujets. Évidemment que Virginie Joron elle-même mérite ô combien d'être reconduite, et c'est essentiel qu'elle le soit. Alors comprenez-moi bien, moi je ne partage pas les idées politiques des uns et des autres, pas forcément. Tout de même, je suis anarchiste, donc ça met un petit peu à l'écart du lot. Mais dès lors qu'il y a des gens de cette qualité, oui, il est urgent, dans les temps qui courent, de les porter à des responsabilités. Et je ne suis pas belge, et qui serais-je pour dire à mes amis belges ce qu'il faut faire, mais je tiens à partager avec vous un énorme coup de cœur. Il est un être qui est un brave parmi les braves, le docteur Alain Collignon. J'ai eu l'occasion de partager une conférence avec lui à Bruxelles, à l'invitation d'un collectif et de Kairos Press, sur les dérives du secteur de la santé. Ce type est magistral, il est intègre, il a tout compris, il a des valeurs, il est courageux, il ne recule devant rien. Il a été suspendu 2 ans injustement pour s'être opposé à la doxa des ministres et des labos. Et non content de tout cela, il a de surcroît fondé avec un ensemble de collègues un ordre universel des praticiens de santé en disant en substance: l'ordre des médecins est complètement corrompu, on ne va pas continuer à participer à cette bastringue, on va créer autre chose. Et donc en fait, Alain Collignon et d'autres sont en train de créer le monde de demain. Il se présente aux élections dans le cadre d'un collectif citoyen. Alors je le redis, je pense que la méthode n'est pas la bonne, ça n'est pas depuis l'intérieur des institutions qu'on changera les choses, mais comme je viens de le souligner, il est essentiel que nous ayons des gens comme ceux dont nous parlons dans ces instances. Et j'ai découvert de surcroît que dans la liste du collectif citoyen en question, il y a d'autres personnes extraordinaires comme Senta de Poit. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une journaliste, mais hors classe, étant donné ce que le milieu est devenu. Elle est intègre, elle est courageuse, elle enquête, elle est extraordinairement juste dans ce qu'elle apporte. C'est-à-dire qu'elle est toujours à la recherche des arguments et des contre-arguments. Elle a évidemment travaillé longtemps avec Robert Kennedy Jr. Elle s'est récemment manifestée sur le traité pandémie de l'OMS, mais elle est sur tous les coups intéressants depuis très très longtemps. C'est une personne absolument exceptionnelle. Vous mettez une Senta de Poit dans un parlement, je vous promets que la dynamique change. Ou un Alain Collignon. Et puis j'ai découvert qu'à Liège, ville chère à mon cœur, Isabelle Duchâteau est également tête de liste. Alors Isabelle Duchâteau a fondé Notre Bon Droit il y a quelques années, a mené des luttes mais homérique et héroïque, notamment contre la suspension des soignants qui ne voulaient pas recevoir une injection génique expérimentale dangereuse. Et donc voilà, le projet de société de collectif citoyen est profondément respectable. Franchement, je me retrouve dans toutes ses valeurs. Et donc, si j'étais en Belgique, franchement, je me ferais violence, tellement je déteste ce système. Mais des fois, il faut envoyer des héros jusque dans les bourbiers, surtout que eux sont capables de faire le travail. Et donc, voilà. Si cela vous parle et si vous vivez en Belgique, c'est peut-être une suggestion à laquelle il conviendrait de réfléchir, et particulièrement que toutes les personnes que je viens de vous mentionner et les autres, qui sont des gens que j'aime et que je respecte profondément, font vivre cet adage magnifique d'Albert Camus. C'est vrai que nous sommes dans la lutte, vous voyez l'énergie qu'on y met, et Dieu sait s'il faut faire preuve de vaillance, mais il est une valeur qui garantit le fait que nous sommes et restons dans le juste, qui a dit « Ni peur, ni haine, c'est là notre victoire ». Et je sais que ces gens sont dans cette qualité. Ça vaut la peine de les élire parce que c'est des gens qui ne veulent pas le pouvoir, qui ne voudraient pas le pouvoir.
mais qui veulent faire vivre l'essentiel, qui veulent protéger l'essentiel et qui veulent aller au contact là où ça se joue aujourd'hui. Je vous rappelle que ce mois-ci est celle d'une campagne de soutien pour cette chaîne. Si vous appréciez nos contenus, si vous avez envie que nous continuions à produire et à diffuser très largement, si vous nous encouragez à continuer à emmerder ceux qui nous emmerdent, mais nous c'est pour la bonne cause, c'est quand même ce qui nous distingue, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir par une donation ou un abonnement. Tous les renseignements peuvent être trouvés à l'adresse jdmichel.tv. Demain il n'y aura pas d'émission, mais je vous réserve une surprise et je vous donne rendez-vous jeudi.